Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. C'est vous qui allez créer le monde du rêve. Faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Bien sûr, car il faut se perdre pour trouver ce qui est introuvable. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Je veux apprendre tout sur tout. Voilà ce qui va se passer. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Si vous nous rejoignez, cet épisode est le dernier d'une série consacrée à la génétique en science-fiction. Je vous invite à écouter les 2 premiers épisodes dans lesquels nous avons parlé des mutations génétiques avec les X-Men, ainsi que des manipulations génétiques avec Bienvenue à Gattaca. Je suis toujours avec mes 3 invités, Mathias, Cléo et Ismaël. Alors comment ça va? Pas trop angoissé par toutes ces folies scientifiques pour l'instant? Non, ça va. Ça va, raisonnable. On a vu pire. Jusque-là, on espère que ça sera encadré. Très bien, on espère, oui. Alors, moi je suis peut-être un peu fataliste, mais je me suis fait à l'idée qu'en toute manière on s'y dirige, donc... D'accord, autant serrer les dents. Très bien. Bon, pour terminer cette série, on repousse encore les limites de la manipulation du vivant en s'intéressant au clonage, un domaine particulièrement fascinant et dérangeant, et souvent abordé en science-fiction. Alors, avant de commencer, est-ce que quelqu'un peut définir ce que c'est le clonage, en quoi ça consiste? Comment ça marche? Oui, donc le clonage, c'est la création d'un individu qui est génétiquement identique, donc qui va avoir exactement la même séquence qu'un individu qui existe déjà. Très bien. Quelqu'un veut compléter? Oui, je nuancerai la définition du clonage, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on distingue 2 types de clonage. Donc le clonage reproductif, comme le disait Clo, qui vise à reproduire un individu identique, et on a ce qu'on appelle le clonage plus dit thérapeutique, c'est-à-dire reproduire une partie du corps en fait d'une personne. Je pense au grand brûlé. Il est possible aujourd'hui de prendre ce qu'on appelle les cellules souches, c'est-à-dire les cellules vraiment embryonnaires de base, et de les différencier pour qu'ils se transforment en cellules de peau, pour après du coup leur faire une greffe de peau à ces grands brûlés. C'est des choses qui ont déjà été faites aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup pour ces définitions. Alors le clonage, il est au cœur de nombreuses œuvres de science-fiction, comme on l'a dit, mais s'il y en a une qui a poussé très loin l'imagination, c'est bien le film Jurassic Park, qui nous propose de recréer des espèces carrément disparues à partir de leur ADN. Et cette fois, je ne pouvais pas passer à côté d'une occasion de vous présenter mon film préféré de tous les temps, depuis le temps qu'on en parle dans cette émission. Oh, ça alors, monsieur ADN, mais d'où sortez-vous, dites-moi? De ton sang, une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN. Des superordinateurs et des séquenceurs génétiques automatiques dissocient le brin en quelques minutes. Et la reproduction en image virtuelle montre à nos généticiens les blancs dans les séquences d'ADN. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le... Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure. Alors moi je sais pas vous, mais à la simple mention du titre, j'ai la musique qui se lance, les images cultes du film qui défilent dans ma tête. Alors ok, c'est peut-être parce que je l'ai un peu trop regardé, mais quand même Jurassic Park quoi. Et surtout la question qui a fait rêver tous les enfants du monde, y compris moi, attends mais faire revivre des dinosaures, c'est possible ou pas? Alors si on se pose cette question devant Jurassic Park, c'est parce que le film s'efforce de montrer une vision réaliste des dinosaures et de l'ingénierie génétique à l'origine de leur création. Alors à l'occasion d'en reparler. Ce souci de réalisme, il découle directement du roman écrit par Michael Crichton, dont est adapté le film. En SF, c'est ce qu'on appelle un techno-thriller, c'est une œuvre dans laquelle les avancées technologiques sont au premier plan de l'histoire, pour le meilleur et souvent pour le pire. Dans Jurassic Park, la technologie qui nous est présentée, c'est la recréation d'animaux disparus par le clonage génétique. Alors comment ça marche? Tout est résumé au début du film lorsque les personnages découvrent le parc. Il y a un dessin animé présenté par un certain Monsieur ADN qui explique aux personnages et aux spectateurs le principe du clonage des dinos. D'abord, on nous dit que l'ADN des dinosaures est récupéré dans des moustiques fossilisés dans la résine qui ont piqué les dinosaures à leur époque. Alors maintenant, plus personne n'est dupe, ça n'a aucun sens. L'ADN, c'est très fragile, même en supposant que le système digestif du moustique n'est pas déjà tout détruit. Il n'y a aucun moyen qu'il en reste après 66 millions d'années. Pour donner un ordre d'idée, le plus vieil ADN jamais retrouvé, il est daté d'environ 2 millions d'années, il a été trouvé dans la glace en fait, ce qui conserve bien mieux la matière organique que la fossilisation. Pour les besoins de cette chronique, passons sur cette incohérence. Ok, on a notre ADN séquencé, c'est bon, on peut faire des dinos? Bah non, il reste un problème de taille, l'ADN il est incomplet. Même si dans cette fiction on peut trouver de l'ADN de dinosaures, les ravages du temps provoquent des trous dans les séquences, des trous qu'il faut boucher pour obtenir un dino à peu près potable. Là, Monsieur ADN nous balance dans le plus grand des calmes qu'il utilise de l'ADN de grenouille actuelle pour combler les manques. La première fois qu'on voit le film, on se dit « Ah là, ils sont malins ces généticiens, le tour est joué !» Bah oui, mais non. Si on réfléchit 2 minutes, pourquoi choisir la grenouille alors qu'elle est génétiquement plus proche de l'être humain que du dinosaure?
Pourquoi pas avoir pris, je sais pas moi, de l'oiseau par exemple? Alors je vous répondrai déjà que le fait que les dinos possèdent le patrimoine génétique de la grenouille joue un rôle dans la suite du film, que je ne spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ensuite, il faut savoir que la grenouille, c'est le premier animal qui a été cloné avec succès en 1952. Peut-être les scientifiques du parc ont-ils voulu jouer la sécurité en choisissant un animal déjà passé par l'épreuve du clonage. Ok, cette fois, ça y est, on peut y aller, on oublie tout, on a trouvé de l'ADN vieux de 100 millions d'années, on a bouché les trous dans les séquences, tout va bien. Tout va bien? Eh ben non, pour une raison toute simple, le clonage ça marche pas comme dans Jurassic Park. Dans le film, une fois qu'on a notre ADN, on le met dans une éprouvette et paf, ça fait des chocs à pic. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour le vrai clonage reproductif dont tu parlais Mathias, il suffit pas de l'ADN en fait. Il nous faut tout le noyau d'une cellule de l'organisme donneur qui est transféré dans une cellule œuf receveuse. En effet, en plus de l'ADN, il y a des protéines et autres composantes dans le noyau qui assurent sa conservation, sa duplication pendant la division cellulaire et son rôle dans le fonctionnement des cellules. Récupérer les noyaux entiers et en parfait état de marche des dinos, ça paraît improbable, et de toute façon dans le film on nous parle que d'ADN. Alors maintenant que j'ai bien pété l'ambiance en cassant les rêves de tout le monde, y compris les miens, on peut se demander est-ce qu'on peut faire autrement? Certains chercheurs et entreprises essayent, comme Colossal dont on reparlera, en bricolant l'ADN d'espèces existantes pour les faire ressembler à des animaux préhistoriques, ou l'équipe du paléontologue Jack Horner qui bidouille le développement embryonnaire des poulets. Bon, peu importe la méthode, ça semble toujours impossible aujourd'hui de ramener à la vie des espèces éteintes il y a plus de 66 millions d'années. De toute manière, je suis pas très motivé à l'idée de ressusciter des bestioles qui auront probablement pour première idée de nous éventrer. Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h. Vous avez un T-Rex? Vous dites que vous avez un T-Rex? Redites ça. Oui, nous avons un T-Rex, mon cher professeur Sattler. Bienvenue à Jurassic Park. Alors pour cloner les dinosaures, comme je l'ai expliqué, au début du film, pour compléter l'ADN incomplet des dinosaures, les scientifiques ajoutent de l'ADN d'autres espèces proches, donc en l'occurrence des grenouilles. Est-ce que ce genre de choses marche et est-ce qu'on fait comme ça? Alors, ma réponse, elle va peut-être te décevoir, c'est oui et non. Moi j'ai dit que je voulais pas me faire éventrer de toute façon. Donc, on peut rajouter des séquences d'une espèce dans une autre. Simplement, pour ce qui est des dinosaures, on n'a aucune idée de ce qu'on recherche. Et lorsqu'on veut rajouter une séquence qui, en plus, on peut supposer qu'elle serait codante, il faut qu'on sache ce qu'on cherche. On peut pas choisir une séquence au pif en se disant « Ah, elles sont à peu près au même endroit, on va les coller dedans ». Ça marche pas. Ce qui est précisément ce qu'ils font dans Jurassic Park. Oui. C'est que voilà, ils cherchent des trous et ils complètent avec de l'ADN proche, quoi. C'est un peu du bricolage. Alors dans la science-fiction, pas que dans Jurassic Park, les clones c'est souvent des versions un peu améliorées du modèle. On peut citer les clones de Star Wars, qui sont un petit peu des combattants ultimes pris sur un modèle de soldats mandaloriens hyper compétents. Donc ils ont des capacités augmentées ou supplémentaires par rapport aux êtres classiques. Alors des fois c'est pioché à droite à gauche comme dans Jurassic World et Jurassic Park. Pour le cas de Jurassic World, on peut citer l'Indominus Rex, donc la star du film de 2015, qui a la capacité d'échapper aux caméras thermiques parce que son génome contient une partie venant, encore une fois, d'une grenouille, qui est capable de modifier sa température corporelle. Est-ce que, alors on a dit déjà que ça marchait pas comme ça, le fait d'aller piocher dans d'autres séquences, mais est-ce qu'on peut piocher comme ça dans des génomes spécifiquement pour améliorer des caractéristiques spécifiques? Oui. En effet, comme je te l'ai dit, on sait le faire et on le fait, notamment en laboratoire. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour étudier les régulations des séquences d'ADN. Donc dans notre génome, on a les séquences qui codent pour les protéines, mais on a aussi tout autour des séquences qui vont les réguler, qui vont leur dire quand s'exprimer. Et pour étudier ces séquences-là, on utilise ce qu'on appelle des gènes rapporteurs, qui sont des choses qu'on peut voir à l'œil, et qui viennent notamment de méduses ou de bactéries, et qui sont des gènes, par exemple, bioluminescents. Il y a aussi, il y a 3 ans, une entreprise qui s'appelle Woodlight, qui est en train de générer des plantes bioluminescentes avec des gènes de méduses pour pouvoir éclairer les villes avec. Ah oui, effectivement. Moi j'avais vu ça, alors c'était plus à l'état d'expérimentation un peu rigolote, mais avec des moutons. Voilà, on a mis des gènes de méduses pour donner des moutons bioluminescents, c'était assez rigolo. Ça sert à rien, mais peut-être pour retrouver le troupeau la nuit éventuellement. Si vous avez vu Sherlock de la BBC, il y a un épisode où il est dans un laboratoire ultra secret anglais, dans lequel la maman a ramené un lapin bioluminescent à cause d'un gène de méduse à sa fille. Tout à fait, je me rappelais plus de cet épisode, mais effectivement. Alors maintenant j'aimerais qu'on commente une actualité qui a beaucoup fait parler au cours des derniers mois autour de l'entreprise Colossal Bioscience que j'ai citée dans ma chronique.
et qui fait un peu, ou qui voudrait faire penser à Jurassic Park. Donc des scientifiques auraient réussi à reproduire, entre guillemets, 2 espèces préhistoriques. Donc d'abord une souris mammouth, une souris très poilue, et une autre espèce qu'on appelle le loup sinistre. Alors est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'ils ont réussi à faire et comment ça fonctionne ? Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est nous donner un loup qui ressemble un peu aux descriptions qu'on a de cet animal, le loup sinistre. Qui est éteint depuis 10 000 ans, je crois, à peu près. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont choisi des trucs qui lui ressemblaient et qu'ils ont fait de la sélection de gènes et de la sélection d'embryons. Et ils ont dit, ok, ça y ressemble, c'est la même espèce. Très bien, ok, on aura l'occasion d'en reparler de cette notion d'espèce, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut compléter la façon de faire de Colossal ? Ouais, donc Colossal, comme a dit Ismaël, ils ont fait plutôt de la sélection et un peu de manipulation plutôt que du clonage. Donc ils sont dans le loup sinistre qu'ils ont généré, il n'y a pas une goutte d'ADN de loup sinistre dedans. C'est l'ADN du loup gris qui a été génétiquement modifié pour ressembler à certaines séquences du loup sinistre. Et il ne faut pas oublier que ces 2 espèces diffèrent par des dizaines de milliers de mutations et que là, ils ont modifié que 14 gènes. Très bien, oui, donc pas assez pour considérer qu'on a reproduit une espèce, en tout cas ça dépend du point de vue, mais Mathias, tu voulais compléter ou pas ? Pas forcément. Après, je pourrais parler des objectifs de Colossal qui visent à recréer le mammouth. Bien sûr, oui, ça c'est l'étape d'après, ça. C'est ça. Et donc on continue sur ça. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette volonté de, entre guillemets, déséteindre des espèces disparues, même si on a vu que c'est pas vraiment recréer l'espèce, déséteindre des espèces qui ont été éteintes parfois à cause de l'homme. Le mammouth était de toute façon condamné, mais l'homme y a largement contribué. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté de ramener ces espèces à la vie ? Pour moi, c'est pas vraiment une perte d'argent, mais j'ai plus l'impression que c'est une lubie de millionnaires et de milliardaires qui veulent un peu mettre un pansement sur le fait que on extermine une grosse partie des animaux. Je crois qu'on est dans une période d'extinction de masse. En tout cas, c'est ce que la plupart des scientifiques énoncent, oui. Et donc, j'ai juste l'impression qu'ils sont en train de faire un truc en mode ok, peut-être qu'on est en train de casser la gueule à la nature, mais on ramène des loups sinistres. Et moi, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Imaginons on ramène un mammouth, est-ce qu'il serait adapté à notre époque ? Déjà, il n'y a pas les mêmes espèces d'animaux. Et je suppose que vu que c'est un éléphant, il doit être herbivore. Alors, juste précision phylogénétique, le mammouth n'est pas un éléphant, c'est un cousin des éléphants. c'est une précision chiante, mais c'est... Mais c'est nécessaire, c'est vrai, c'est une erreur, excusez-moi. Et donc, est-ce que les plantes qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'ils seraient capables de s'en nourrir ? Qu'est-ce qui nous dit que, ça se trouve, ils ne pourraient même pas respirer genre notre air ? Après, vu qu'ils ont vécu en même temps que les humains, je suppose que la concentration d'oxygène, c'est la même. Alors même s'il y a une augmentation de CO2 dans l'atmosphère, je pense que ça les générait pas trop. Ce qui est plutôt dérangeant, et ce que j'avais vu, c'est qu'en fait, il n'existe plus de biotope adapté au mammouth. Déjà, parce qu'on voudrait ramener le mammouth laineux, évidemment, l'emblématique, mais il y a plein d'espèces de mammouths qui n'ont pas toute une épaisse fourrure. Il y a plein de mammouths qui ressemblaient plus à des éléphants qu'à des mammouths. En fait, il n'existe plus de ce qu'on appelle les steppes à mammouth, peut-être à quelques endroits sur des îles en Sibérie, là où ont survécu les derniers mammouths qui ont été contemporains des êtres humains. En fait, ces biotopes-là n'existent plus, en fait, à part dans des coins reculés de Sibérie, donc il n'aurait plus vraiment de raison d'être le mammouth, et si c'est éteint, c'est en partie à cause de l'homme, mais pas que. Donc il y a aussi un truc et c'est un peu le propos de Jurassic Park, c'est pourquoi ramener des espèces à la vie que la nature a elle-même choisi de faire disparaître, quoi. Je pense que c'est la question qu'on devrait se poser tout le temps lorsqu'on s'intéresse à la génétique. Ce n'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Exactement. Oui, c'est une limite que les scientifiques franchissent souvent pour l'amour de la science. Oui, pour moi, la volonté, l'idée de ramener des espèces qu'on aurait fait, nous, êtres humains, disparaître, elle est honorable si c'est des espèces d'intérêt écologique. Après, j'avoue que comme Colossal souhaite le faire, le mammouth et le dodo, je suis pas sûre que ce soit des espèces d'intérêt écologique et qui est notamment, comme tu le disais Noé, le fait que le mammouth n'a plus d'habitat naturel sur notre planète, notamment à cause du réchauffement climatique. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi. Et puis, si je pourrais ajouter, je pense que même l'idée de faire du clonage, recréer vraiment une espèce identique, c'est de l'ordre du fantasme. Le clone parfait n'existe pas. Vous l'avez compris avec les précédents épisodes, l'environnement intervient énormément sur l'expression de nos gènes, et Noé en avait parlé aussi.
il y a l'ADN, le noyau, mais il y a toutes les protéines qui sont à l'intérieur des cellules qui interviennent sur l'expression de cet ADN aussi. On le voit simplement déjà avec des jumeaux. Deux jumeaux, quand ils grandissent, ne vont pas forcément se ressembler identiquement. De la même façon, alors ça c'est l'exemple connu du clonage dans la génétique, où ils avaient fait le premier clone de mammifère avec la brebis Dolly. Il faut savoir que par rapport à l'ADN qu'on a récupéré, qu'on pourrait récupérer par exemple de conservation de mammouth ou autre, cet ADN, c'est l'ADN d'une espèce adulte. Et notre ADN en fait, il est situé sur ce qu'on appelle des chromosomes. Nos chromosomes en fait, ils se raccourcissent. Plus on vieillit, en fait, plus nos cellules se répliquent, se reproduisent, plus en fait notre ADN se raccourcit et c'est ce qui fait qu'on vieillit. Et donc la brebis Dolly, par exemple, elle est née et elle a eu un vieillissement accéléré. Donc c'est voir aussi, en plus des contraintes d'environnement dans lesquelles il ne serait pas adapté, est-ce qu'il aurait une viabilité en tant que clone ? Oui, à l'échelle même de sa vie, en fait. C'est ça. Effectivement, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est présent on parlait de Star Wars tout à l'heure. Dans Star Wars, parce que les clones de Star Wars, pour ceux qui sont un petit peu fans de l'univers, ont un vieillissement accéléré, ce qui explique pourquoi ce ne sont pas des clones qui sont les soldats de l'Empire de l'Empire dans les premiers films Star Wars, puisqu'ils ont un vieillissement accéléré et donc ils ne peuvent plus combattre et font donc appel à des humains et d'autres aliens pour remplir les rangs de l'Empire. Donc, on a cette notion de vieillissement accéléré des clones qui est présente dans certaines œuvres de SF aussi. On a commencé à l'aborder et je commence à avoir votre avis là-dessus et l'avis général de la communauté scientifique, mais ce truc développé par Colossal, ça pose la question de la notion d'espèce. Est-ce qu'on considère qu'une espèce est la même à partir du moment où ça ressemble, comme tu disais Ismaël, voilà, à partir du moment où on a recréé les caractères du loup sinistre, on considère que c'est un loup sinistre. C'est ce que défend Colossal, vraiment ils défendent le concept d'espèce morphologique, à l'inverse des autres scientifiques qui défendent plutôt l'idée d'espèce phylogénétique, qui est le consensus. Du coup, est-ce qu'on considère que produire un être hybride comme celui-là, ressemblant fortement à une espèce éteinte, est-ce que ça suffit pour dire qu'on l'a recréé ? Bah déjà, pour retourner sur la notion d'espèce, avant qu'on ait les connaissances qu'on a sur l'ADN qu'on a maintenant, on faisait surtout du phénotype. On disait ça se ressemble, donc c'est la même espèce. Mais il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est est-ce que si deux individus ont un enfant ensemble, est-ce que cet enfant est stérile ? S'il est stérile, c'est pas la même espèce. Mais maintenant, vu qu'on connaît l'ADN, on compare les séquences ADN, et plus il y a de ressemblances, plus on dit que les deux espèces sont proches. Et donc par exemple, l'humain et le singe, ils ont beaucoup de ressemblances. Lequel ? Parce qu'il y a plusieurs espèces de singes. Waouh, les chimpanzés, je crois. Chimpanzés et bonobos, je crois que c'est les deux espèces les plus proches de nous. Ils sont assez proches, et vraiment c'est surtout sur la petite truc de différence, on regarde c'est quoi qui se le plus. Tout à fait. D'autant qu'on n'a pas trop moyen de comparer les séquences du loup recréé par Colossal et du vrai loup sinistre. Alors théoriquement, on pourrait retrouver de l'ADN de loup sinistre parce que c'est en dessous de la limite des 2 millions d'années, mais je crois tout simplement qu'on n'en a pas. Ça peut arriver de ne pas en trouver. On en a 2 fragments qui ont été retrouvés. J'avais lu dans une dent, je crois, fossilisée, un truc comme ça. Mais donc c'est vraiment extrêmement minime. Et même la comparaison de ces séquences avec les séquences du loup gris ont montré qu'on était quand même très éloignés en termes de génétique pour ces 2 espèces. Très bien. Ouais, pour le consensus scientifique, produire un être qui ressemble fortement ne suffit pas à considérer que c'est la même espèce. Dans la même veine d'idée de recréation d'espèces, j'en ai parlé un petit peu, c'est l'exemple du paléontologue Jack Horner, donc c'était le conseiller scientifique de Spielberg sur le film Jurassic Park, sur la saga. Dans les années 2010, son équipe elle a tenté de créer ce qu'ils ont appelé un Chickenosaurus en réactivant des gènes ancestraux dans des embryons de poulet, voilà, pendant le développement embryonnaire, pour leur donner un aspect de dinosaure. Donc voilà, ils ont essayé de jouer sur la mâchoire pour leur donner un museau de vélociraptor, faire disparaître un petit peu le bec, donner une queue un peu plus dinosaurienne par rapport à celle d'un oiseau. Est-ce que vous trouvez que c'est plus réaliste que la méthode employée par Colossal pour recréer des espèces disparues ? Est-ce qu'on recrée des espèces, ou alors c'est juste pas la même espèce, mais avec des gènes qui ont été réactivés ? Du coup, vu ce qu'on a dit avant, ce serait plutôt ça, effectivement. L'autre question, est-ce que vous trouvez que c'est plus intéressant que ce que fait Colossal ou Moi, oui. Je trouve que c'est plus marrant. Parce que la science, c'est fun. Dans le sens marrant, dans le sens intéressant plutôt, parce que c'est plus réaliste. Je trouve que ça donne des ouvertures à plein de nouvelles histoires, plutôt que l'idée de base de ok, on cherche, on a trouvé ça, on a trouvé ce morceau d'ADN
ça a été refait plein de fois. Alors que ça, je crois que ça n'a pas trop été fait dans les fictions que je connais. Pas que je sache. Mais plus généralement pour la science, j'imagine que ça permet aussi de mieux comprendre le développement embryonnaire de certaines espèces et l'histoire évolutive et génétique de certaines espèces. Je sais pas ce que vous en pensez, Mathias et Cléo. Oui, ça peut avoir un intérêt de génétique du développement en effet, mais c'est vrai que c'est toujours un peu... déjà, qu'est-ce qu'ils entendent par gènes ancestraux? Parce que certes, on a montré que le poulet était très proche, était l'une des espèces les plus proches du dinosaure existant actuellement, mais c'est quand même tellement éloigné que ça me paraît un peu être juste de la manipulation génétique, entre guillemets, pour s'amuser. D'autant que le poulet et les oiseaux en général sont proches d'une branche particulière des dinosaures qui sont tout ce qui est les théropodes, donc voilà, dont fait partie le tyrannosaure, le vélociraptor, ce genre de carnivores. Donc de là à reproduire quelque chose qui ressemble à un diplodocus ou un triceratops, qui sont beaucoup plus éloignés des oiseaux, là c'est encore autre chose. Pour conclure, est-ce que vous avez une œuvre moins célèbre que Jurassic Park à conseiller sur le thème du clonage ou des manipulations du génome? Alors c'est pas forcément sur le clonage, mais Naruto. Et je parle pas des clones de l'ombre. Des techniques de clonage. Le multiclonage, parce que ça c'est juste de la magie. Non, moi je parle d'un personnage, Yamato. Je vais spoiler Naruto Shippuden. Quittez cet épisode pour la prochaine minute si vous n'avez pas vu Naruto. Vas-y. Alors, donc Yamato, c'est un clone du premier Hokage. Un Hokage, c'est genre le maire du village, quoi. Et globalement, c'est juste un clone qui a été refait parce que le premier Hokage, il avait une technique qui s'appelle le Mokuton, qui est plutôt utile, parce que ça permet de contrôler le bois. Et c'est impossible de l'avoir sans son ADN. D'accord, très bien. Donc il y a une espèce de transmission génétique d'un pouvoir. Il y a beaucoup de génétique dans Naruto. D'accord, très bien. On ne soupçonne pas forcément quand on ne connaît pas. Mathias ? Alors, moi, je vais aussi recommander un manga qui est Frankenfran, qui est un manga d'humour noir, on va dire, qui dénonce les dérives scientifiques. Et dedans, il y a un passage, et je ferai le parallèle avec l'actualité, un passage où des personnes ont créé des hybrides d'hommes-cochons pour servir en fait de réserve d'organes à une petite fille qui avait une maladie orpheline où c'était impossible de remplacer ses tissus qui se desquamaient en fait. Enfin, c'était un passage qui m'a beaucoup marqué parce que c'est inspiré de faits réels. C'est le Salk Institute aux États-Unis qui a obtenu des embryons en fait de porc avec des cellules humaines dans cette visée de reproduire des réservoirs à organes. Et le problème, c'est que ce n'est pas que les États-Unis, c'est plusieurs pays qui s'y mettent, la Chine, et récemment, le Japon a autorisé la recherche sur les embryons hybrides à animaux hommes. Très bien, là on est dans la pure SF effectivement. Et toi Cléo ? Moi, je voudrais parler de Mickey 17, donc, qui est un film également d'anticipation sur le clonage, et dans lequel on suit Mickey, qui est un remplaçable dans une mission spatiale pour coloniser une nouvelle planète, c'est-à-dire qu'on lui fait faire tous les boulots dangereux pour sa survie, et qu'à chaque fois qu'il meurt, on le clone et on en crée un autre. Une sorte d'impression 3D d'être humain. C'est ça, une impression 3D d'être humain. Et on réimplante la mémoire du dernier Mickey en date dans le nouveau. Et le problème, c'est que Mickey numéro 17 tombe dans une crevasse et est considéré mort. Ils impriment Mickey 18, mais Mickey 17 n'est pas mort. Et à partir de là, il va se passer des choses. Voilà. On ne spoilera pas. Mais effectivement, donc un film très récent qui est sorti cette année, réalisé par Bong Joon-ho, donc le réalisateur de Parasite, voilà, qui avait beaucoup fait parler à sa sortie. Merci beaucoup pour ces recommandations. Cette dernière partie de notre série génétique en science-fiction est maintenant terminée. On espère que ce triple épisode vous a plu et vous a permis de mieux comprendre certaines œuvres de la SF qui tentent de nous parler de génétique, en abordant bien souvent des questionnements éthiques dont on a discuté. Un grand merci à mes trois invités Mathias, Cléo et Ismaël pour être venus éclairer cette série de leur lanterne scientifique. Est-ce que vous avez un mot de la fin peut-être pour nos auditeurs? Moi, pour conclure sur ces épisodes de génétique, je dirais restez prudents et espérons que nos dirigeants et que notre société soit suffisamment évoluée pour ne pas tomber dans Gattaca. Tout à fait, on espère. Moi, je prendrai le même message que Gattaca. Vous n'êtes pas réduit à vos gènes. Votre identité, c'est bien plus que ça. C'est tout votre comportement et vos choix de vie, avant tout. Très bien, merci beaucoup. Et moi, je vous conseillerais de regarder Jurassic Park. Étonnant. Merci encore et peut-être à bientôt pour un autre sujet. Et vous, est-ce que les débats entourant la génétique vous passionnent? Êtes-vous curieux de voir ce que le génie génétique sera capable de réaliser dans le futur?
N'hésitez pas à nous en faire part de vos réactions et de vos avis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Indescient sur Instagram, Facebook, X et TikTok. Vous pouvez aussi aller lire les articles sortis sur notre blog et bien sûr vous abonner au podcast pour ne pas rater la sortie de nos prochains épisodes. C'était Indescience et n'oubliez pas que sans science, pas de fiction. À bientôt. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite. Hasta la vista, baby. Je reviendrai. Je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin.